Bonsoir tout le monde, je me présente Félix, je vais être votre animateur pour la soirée. Alors voilà, vous pourrez prendre place, vous pouvez encore vous commander quelque chose au bar si vous désirez. Alors bienvenue à cette 4e édition du Festival de la décroissance de Québec sous le thème de réduire la cadence pour trouver du sens. On va placer le son tranquillement pas vite. Parfait. Alors, et on tire à la fin du festival. Déjà, on est vendredi. Tout va commencer lundi, donc 5e soirée du festival. Festival de la décroissance se veut un espace de rencontre avec le grand public pour populariser la grande idée de la décroissance et toutes les thématiques qui entourent ce projet de transformation. Événement 100% communautaire, d'éducation populaire organisé par des citoyennes, des citoyens et des organismes engagés dans le milieu. Un programme très diversifié pour permettre au plus grand nombre possible de trouver leur compte et s'initier au concept. On a eu tout au long de la semaine différents thèmes. D'ailleurs, je serais intéressé de savoir si vous étiez là. Lundi soir, le thème décroissance, économie sociale et démocratie. Levez la main, juste pour avoir une idée. Ouais, c'est bon. Mardi soir, on était sur la sobriété numérique. Mercredi, sur l'aménagement du territoire et le contexte de la décroissance. Excellent. Et hier soir, on était sur l'avenir énergétique en toute sobriété. Ouais, on voit qu'il y en a des fidèles. Et tantôt, sur l'atelier sur la sociocratie. Ouais, on était quelques-uns. Excellent. Alors, on espère aussi contribuer à la création de liens entre les citoyennes et les citoyens, les groupes qui aspirent à des nouvelles formes de vie qui seront plus viables écologiquement, mais aussi socialement. Le festival est accessible, comme vous avez vu, il n'y a aucun coût d'entrée, donc c'est gratuit pour tout le monde, l'ensemble des activités. Il y a quand même quelques coûts. On n'a aucune subvention, on fonctionne avec aucun grand commanditaire, donc on fonctionne sous l'économie du don, donc des contributions volontaires. Vous avez un pot à l'entrée si vous avez de l'argent en argent, ou également contribution via le code QR que vous trouvez à différents endroits. Mais c'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous désirez faire un don. Je présente le comité organisateur du festival. On est 6 sur ce comité. On travaille là-dessus depuis l'automne dernier. Alors, à la console ce soir, Laurent Mettet, qui est du centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier. Yes! Mieux connu sous le nom de CJC, qui a pour mission de soutenir les jeunes de 16-35 ans dans leur projet de vie à travers différents plateaux. L'espace où vous êtes présentement est ouvert à tous pour des conférences, des micros ouverts, des concerts, des ateliers de discussion, le tout construit par et pour la communauté. On avait également Alexandre Allard, qui est sur le comité, qui n'est pas là ce soir. Il était à d'autres soirées cette semaine. Il est chez Engrenage Saint-Roch, qui rassemble des personnes et des groupes communautaires pour réfléchir, échanger et agir afin d'améliorer la qualité de vie dans le quartier de Saint-Roch pour ceux et celles qui l'habitent, le fréquentent ou y travaillent. Vous avez croisé Karine Busque à l'accueil, qui est chez les Amis de la Terre de Québec, qui est un mouvement citoyen. Allô, Karine? Un mouvement citoyen favorisant la transition vers une société écologiste par le biais de l'éducation populaire autonome et la défense collective des droits. On a Nadia Lemieux également, qui est chez Collectivité Zen de Québec, qui a quitté en cours de route, qui est déménagé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais qui a fait plusieurs mois avec nous, qui a contribué grandement. La Collectivité Zen Zéro Émission Nette de Québec est un projet désirant rassembler les forces vives de tous les milieux dans la ville de Québec autour d'une démarche systémique de transition vers la carboneutralité, le respect des capacités des écosystèmes et une plus grande justice sociale. Nous avons également sur le comité Sophie Tremblay-Bouchard du Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec, qui est un regroupement d'organismes et d'associations citoyennes dont la préoccupation commune est l'accès au transport en commun des personnes à faible revenu. Également Sylvie Millette, qui était au début de la soirée qui a quitté, mais qui est chez Vélocentrix, qui est un OBNL situé à Limoilou, dédié à soutenir la culture du vélo urbain et utilitaire, tout en facilitant l'accès au vélo pour tous dans la ville de Québec. Moi-même, Félix, je suis au pôle d'économie sociale. Entre autres, je travaille sur la série Changement de cap, qui se consacre à explorer des théories
des projets et des idées susceptibles de transformer en profondeur notre société via des conférences et des panels en ligne. Et dernier partenaire qu'on va rencontrer demain, l'atelier La Patente, qui s'est donné comme mission d'offrir un lieu de rencontre, d'apprentissage et de travail afin que des gens de tous les horizons puissent partager leurs connaissances, leur inspiration et leur créativité. Je vous inviterai à les applaudir. Merci. Alors, nous voici. On est prêt à débuter. Mon micro est pris. Donc, notre thème de ce soir, trouver du sens au travail. Je vais, dans quelques instants, nos invités à se présenter, mais juste avant, un petit exercice, je vous inviterai, on va prendre juste quelques secondes. Vous pouvez fermer les yeux, les panélistes aussi. Je vous invite à vous demander si présentement vous êtes heureuse et heureux dans votre travail. Et pourquoi? On va prendre quelques secondes. Merci. Alors, est-ce que je peux prendre 2-3 interventions, s'il y en a qui ont envie de partager leurs réflexions qu'ils ont eues, ou c'est trop gênant? Oui, dans le fond. Oh, merci. Est-ce qu'une autre personne qui veut partager? Oui. Moi, c'est oui, et j'ai soif de plus d'impact. Genre, que ce que je fais soit offert peut-être à plus grande échelle ou en tout cas ait plus d'impact dans le monde. Fait que oui, je suis heureuse de travailler et voilà. Merci. Je vais vous inviter à vous présenter, donc brièvement. On a Zorani Sanabria avec nous, François Geoffroy, Marie-Ève Houd, mais je vous laisse vous présenter un peu plus en détail, 2 minutes chacun. Je ne sais pas si tu peux m'enlever un peu de power dans le moniteur, ça me résonne sur scène. Merci. Zorani, toi. Allô? Donc, mon nom, c'est Zorani Sanabria, comme déjà dit. Je suis cofondatrice de Mambo Mambo. Mon rôle au quotidien, c'est vraiment, je suis de la direction de création, de la direction artistique. Je fais plein de choses, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de fonder le studio, parce que c'était une façon de pratiquer notre métier de designer, commence à nous tenter, sans être encadré par des barèmes, puis des règles, puis des cadres, et tu fais juste ça, puis tu fais juste ça comme si on faisait du travail à la chaîne quand c'est pas ça de la création. Au quotidien, on fait des sites web, on fait des marques. On travaille beaucoup avec des entreprises d'économie sociale aussi, c'est-à-dire utiliser toutes ces choses-là qu'on a appris pour commercialiser plein d'autres choses, mais appliquer à des projets de plus en plus, je dirais, collectifs aussi. Merci. Marie-Ève. Allô tout le monde, je suis 80% heureuse dans mon travail. Je suis consultante en gestion d'OBNL, coop, entreprise d'économie sociale et petite PME un peu alternative qui ont une tendance atypique. Donc, c'est ça, j'accompagne surtout des gestionnaires, mais des équipes aussi qui qui font le choix courageux ou qui sont plus capables de faire autrement, mais d'inventer une façon de travailler ou de vouloir changer les choses habituelles pour bâtir des organisations avec des valeurs puis des façons de faire qui leur ressemblent. Fait que ça ressemble à plein de choses. Voilà.
Ouais, allô, moi c'est François Geoffroy. Je suis 100% heureux dans mon travail, mais on en parlait juste avant. Je suis aussi 120% fatigué. Je sais pas si il y a juste du monde à date qui a dit qu'ils étaient heureux dans leur travail, mais je pense qu'on est tous conscients que c'est malheureusement pas la majorité des gens, puis qu'il y a beaucoup de gens qui sont heureux, satisfaits dans leur travail, mais qui ont aussi très, très peur de perdre le peu d'acquis qu'ils ont, le peu d'espace d'autonomie. Bien, bon, là, c'est le temps de se présenter, c'est pas le temps de faire un monologue. Donc, moi, je suis coordonnateur à Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique. Avant ça, j'ai coordonné et cofondé La Planète s'invite, que j'ai dirigé là, de 2018 à 2022 à peu près. Là, j'ai fait partie des principaux organisateurs de la Grande Manif de 2019 et de la grève de 2019, parce que ça a été aussi une grève étudiante et syndicale. Et en 2021, justement, parce qu'on croyait profondément à la fois en la nécessité de relancer un mouvement de justice climatique combatif qui s'appuyait sur les capacités de mobilisation des travailleurs et des travailleuses. Bon, on a fondé TJC, on a lancé un appel à une deuxième grève climatique et depuis, ce qu'on fait beaucoup, c'est organiser des assemblées en milieu de travail pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses de plein de milieux de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire la transition socio-écologique pour eux, comment ils peuvent se projeter dans l'avenir et c'est quoi les leviers qu'ils ont pour s'assurer qu'elle se fait selon leurs termes et non pas qu'elle leur est imposée par des patrons qui vont en profiter pour s'attaquer à leurs droits. Là. Voilà. Excellent. Bonne présentation. Avant toute chose, ben, j'ai lu un peu sur le sujet avant, puis je suis tombé sur une étude de Léger qui parlait que les gens, ben, il y en a peut-être dans la salle, les gens qui travaillent dans le communautaire, qui travaillent dans les OBNL, qui travaillent dans les coopératives, c'était les travailleuses puis les travailleurs qui disaient qu'il y avait un indice de bonheur le plus élevé, malgré une rémunération dans les plus faibles. C'est la même chose au niveau des gens dans le milieu agricole. Puis on voit d'un autre côté que plus l'entreprise était grande, plus l'indice de bonheur était faible. Donc, j'aimerais avoir vos réactions là-dessus, puis sortir un peu les éléments qui font qu'un travail a du sens, selon vous. Quels sont les éléments? Je me lance. Il y en a beaucoup, mais je pense que c'est premièrement une question personnelle. C'est pour savoir si notre travail nous rend heureux, je pense qu'il faut se demander qu'est-ce qui nous rend heureux, c'est quoi notre mission à nous, c'est quoi notre étoile du Nord, ce à quoi on a envie de contribuer, dans quoi on est bon. Fait que je pense que ça, c'est un des ingrédients. Je pense bien se connaître, puis savoir où on a envie de mettre de l'énergie, puis où ça a moins de valeur pour nous, où est-ce qu'on a envie d'avoir un impact. Puis après, ben, si on met ça dans le collectif, ben, c'est la même chose. Ensemble, collectivement, c'est quoi notre étoile du Nord? Quelles valeurs nous guident? Comment on a envie d'avancer ensemble? Qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir? Puis, wow! Il s'est passé quelque chose. Merci. Je vais reculer mon micro. Voilà, donc pour moi, c'est une question, je pense, qui nous suit toute notre vie. T'sais, le sens, c'est comme une direction, là, puis fait que je pense qu'il faut rester connecté puis vivre avec cette question-là, puis se demander c'est quoi notre prochain pas dans cette direction-là. Donc, c'est quelque chose de très macro, mais aussi très maintenant, puis c'est quoi le prochain pas que je peux faire pour être heureux au travail. Je commencerai comme ça. Voilà. Je peux y aller. En fait, dans mon cas, ça s'est fait un peu sans que je le veuille. J'ai fini l'école, en fait, puis avec mes cofondateurs aussi. Puis on a tous eu des très mauvaises premières des expériences de travail vraiment pénibles en commençant en création dans plein de studios différents. On était 5, les 5, on avait des expériences vraiment pas le fun. Même venant de la part des agences qui s'affichent comme ayant des valeurs vraiment, respectueuses des employés, etc. Pour donner un exemple, dans mon cas, quand j'ai un de mes premiers emplois, j'ai été là pendant 6 mois, puis je n'avais pas de contrat de travail. Puis, du jour au lendemain, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de travail pour moi, puis j'étais comme, ben, moi, je passe à autre chose. J'ai commencé à chercher ailleurs autre chose, puis tout de suite, je suis partie. Puis, il y avait vraiment une déconnexion dans ces studios-là entre les gens puis la direction, c'est-à-dire parce que moi-même, dans cette première travail-là, j'ai reçu un message des autres employés avec qui je m'entendais super bien, qui ne savaient même pas que je ne faisais plus partie de l'équipe le lundi d'après. Ça vous dit un peu, ça a été comme une espèce de choc, je dirais, en commençant à travailler. Puis après ça, à force de faire plein d'autres studios, etc.,
Mais c'était un peu tout le temps la même chose. Mes amis aussi, c'était tout le temps la même chose. Il y avait tout le temps quelque chose qui nous chicotait. Il n'y avait aucun respect envers notre métier parce qu'on a quand même aussi étudié en design. Notre but, c'était faire les choses bien faites, etc. Il fallait qu'on mette de l'énergie vraiment folle aussi pour des choses ou des clients qui ne nous tentaient pas, qui ne fitaient pas du tout avec ce qu'on voulait de la vie, je dirais ça comme ça. Donc, en fait, quand on a fondé Mambo, c'était un peu ça le point. On voulait comme choisir nos clients puis se faire respecter. On a même pris le choix de... Nous, on ne voulait pas de chargé de projet aussi non plus. On ne voulait pas avoir cette espèce de chaîne d'intervenants puis des personnes en haut de nous tout le temps en train de nous dire quoi faire quand ça reste que c'était nous qui faisions le métier, c'était pas eux. Fait qu'il y avait ça. Pour nous, c'était ça, trouver le sens du travail. C'était juste comme s'approprier notre discipline, notre profession. Puis c'est un peu pour ça qu'on a créé ce studio-là. Merci. François? Oui, ben moi, c'est bizarre parce que mon expérience de travailleur, j'ai une expérience de travailleur de longue date parce qu'à la base, moi, je suis prof de cégep, mais sinon, mon expérience militante, ça a toujours été avec des bénévoles. Fait qu'évidemment, les gens trouvaient du sens dans ce qu'on faisait ensemble parce que sinon, ils auraient dû s'impliquer. Ça finissait là. Depuis quelques mois maintenant, à TJC, on a fait le choix de se professionnaliser parce qu'à un moment donné, on s'est dit que avec l'ampleur de la tâche qui était devant nous, on avait besoin de se doter de moyens conséquents puis de réussir à pouvoir permettre à des militants et des militantes de se libérer à temps plein pour la lutte parce qu'on voyait des burn-out militants s'accumuler les uns après les autres puis on voulait trouver une voie de sortie. Fait qu'on est dans ce processus-là là, maintenant depuis peu, en fait, depuis quelques jours. On est 3 à temps plein, on était 2 depuis janvier. Donc, l'organisation grossit tranquillement. Et là, on rentre dans une dynamique un peu plus d'OBNL, un peu plus... où là, la question du salaire installe nécessairement une dynamique de pouvoir au sein de l'organisation. Et là, on est dans ces réflexions-là, justement. Là, comment s'assurer qu'au sein de l'organisation, on reste démocratique, qu'on peut désamorcer les enjeux de pouvoir. Comment on peut s'assurer que ça reste le fun pour tout le monde, puis que ça ne devient pas juste une job, puis que les gens peuvent continuer à militer avec autant d'énergie, autant de cœur qu'ils l'auraient fait bénévolement, mais juste plus d'espace. Fait que, ce qu'on entend beaucoup, c'est un besoin d'autonomie, un besoin de liberté, un besoin de reconnaissance. Puis ça, c'est étonnant parce qu'il y a plein de ces enjeux-là qui résonnent aussi avec ce qu'on entend quand on va dans des milieux de travail. Il y a une expérience qui m'a vraiment marqué. Ça fait 2 fois qu'on organise un événement avec le syndicat des travailleurs et des travailleuses de Bombardier qui veulent réfléchir à, pas toutes, là, mais une petite gang au niveau de l'exécutif syndical qui veut réfléchir à par quel bout de pogner ça, la transition écologique. Écoutez, ils font des jets privés pour des pétromilliardaires, là, c'est ça leur job. Là, puis, forcément, ils ont peur de perdre des acquis, ils font des très bons salaires, puis des très bons salaires, des fois, avec des jobs pour lesquels ça serait très difficile de se replacer. Des jobs aussi, tu sais, j'ai jasé avec des ébénistes là, qui travaillent chez Bombardier, ils fabriquent l'intérieur d'un jet privé, un travail super artisanal, il n'y en a pas 2 pareils, là. Un super bon salaire, un job qui est tripante à faire, où ils se réalisent pleinement en tant qu'ébénistes. Mais en même temps, ils vivent avec cette dissonance cognitive-là de savoir qu'ils font ça pour des trous de cul qui scrapent le monde, puis que ça va avoir un impact sur l'avenir de leurs enfants. Fait que toute cette question-là, le sentiment de réalisation, le sentiment de fierté, mais en même temps, dans tellement de milieux, la dissonance cognitive souvent qui vient avec, puis sur laquelle là, les travailleurs n'ont pas de prise. Hein? Ouais. Du sens plus large. Bien, on va y aller pour la suite un peu comme ça. On va y aller plus dans le micro, dans l'organisation, dans l'entreprise. Qu'est-ce qui peut être changé? Puis après, on ira dans décroissance, transition socio-écologique, ce qui fait arriver sur le marché du travail, puis un peu au niveau de l'impact sur le sens au travail. Si on y va justement dans l'organisation, dans l'entreprise, qu'est-ce qui peut être amélioré? Qu'est-ce qui peut être changé? Tu as parlé d'expérience. Je sais que toi, tu es vraiment à l'interne dans les organisations pour les aider. Voulez-vous nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que vous pensez qui peut être changé dans l'entreprise, dans l'organisation pour aider les travailleuses et les travailleurs à avoir du sens dans leur travail, plus heureux? Je peux commencer. En fait, au studio, chez Mambo, ce qui est simple, c'est que justement, comme on est une coopérative de travailleurs, ces questions-là, on se les pose quand même entre nous. Parce qu'en fait, l'année dernière, ça a été comme la première fois qu'on était à 100% tous des membres.
de la coop. Et que ça a quand même fait du bien. Puis ça permet de se poser justement des questions juste de base. Là, c'est comme même dans nos façons de faire, juste à la base, si quelqu'un vient de faire un stage chez nous, c'est rémunéré. C'est comme automatiquement, c'est même pas une question parce qu'on était comme... Ça vient souvent un peu, je dirais, des choix qu'on fait viennent un peu des traumas qu'on a eu, je dirais, de nos anciens emplois. On a aussi établi une échelle salariale où est-ce qu'on a décidé que la courbe ne serait pas comme ça, qu'elle serait un petit peu plus lente, je dirais aussi. On a aussi, même dans cette échelle salariale-là, carrément décidé aussi que si quelqu'un voulait prendre plus de responsabilités, mais il fallait qu'il soit rémunéré pour ça. On prend aussi, quand même, il y a aussi... Je comprends l'implication dans tout ça, mais nous, au début aussi, c'était comme si quelqu'un veut s'impliquer, peut-être moins aussi, mais justement, il va rémunérer en conséquence pour ça. Même aussi, dernièrement, on n'arrêtait pas de parler qu'il y en avait certains qui prenaient leur voiture pour aller au bureau, mais à la place d'en parler, on a juste décidé de bonifier à tout le monde pour qu'il y ait une passe d'autobus gratuitement. On la paye au bureau aussi. Fait que ça fait en sorte qu'on a comme plein de petits choix qu'on fait un peu partout, ça vient un peu des besoins des gens qui sont là puis qui vivent là avec nous, etc. La façon comme on a choisi notre bureau, c'était pas juste les deux personnes qui ont décidé « Hey, on s'en va à Les Bourgneuf parce que j'ai une voiture puis c'est là-bas qu'il y a du parking. » C'était vraiment tout en gagne. On était comme « OK, c'est où qu'on choisit? » Ben, ça fait quand même déjà presque 10 ans, en fait, que nos bureaux sont dans Saint-Roch. On déménage tout le temps puis c'est genre tout le temps une rue plus loin. Fait que c'est ça, je pense, c'est comme justement la proximité des faits que les gens qui travaillent prennent des décisions, ben ça fait en sorte que c'est plus facile pour tout le monde. Même des fois, ça va jusqu'à des logiciels qu'on choisit ou quand on essaye des nouvelles choses, ben ça vient pas de quelqu'un qui ça fait 10 ans qui a pas touché à ça. Ça vient c'est lui qui l'a essayé peut-être pendant un mois puis qui a dit « Hey, ça c'est vraiment cool puis ça va nous sauver du temps. » Fait que c'est tout le temps des choix comme ça qu'on fait. En fait, on a même un budget justement qui est dédié à essayer tout ce que vous voulez dans ces budgets-là, par exemple. C'est peut-être pas tout le monde qui connaît bien la coop de travail. Tu peux en parler? Chez vous, vous êtes combien de travailleuses, travailleurs? Puis qui est sur le CA? Est-ce que tout le monde qui prend des décisions? Ça, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas une grosse coop. On est 10 personnes. Ça veut dire que quand on est en CA, il faut tout le temps savoir quel chapeau mettre quand. Quand on est en CA, c'est tout le temps, OK, on parle plus, des grosses directions, etc., qu'on va prendre pour l'année, etc. Puis après ça, mais il faut quand même qu'on oublie que, mais au quotidien, je dirige quand même l'équipe design. Fait que c'est tout le temps ça qui est comme un peu compliqué des fois. Puis en fait, là, en ce moment, notre président de notre CA, c'est un de nos membres les plus jeunes qui a pris, c'est Tommy, en fait, Haché, qui est rendu président du CA. Parce qu'on était comme, je pense que c'est rendu que tu pourrais le faire, c'est à ton tour. Qu'est-ce que je dis d'autre? C'est quoi une coop de travailleurs? Ben en fait... Est-ce que vous êtes les 10 au conseil d'administration pour les décisions? Non, en ce moment, on est 5 au CA, puis les autres, c'est juste qu'il y en a plein qui sont... Ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Disons que quand c'est une coopérative, ça prend quand même du temps à comprendre. Donc, on a quand même établi des processus pour que les gens y arrivent à comprendre. Puis là, il y en a plein qui sont là comme observateurs parce que ça leur tente pas encore de... Pas que ça leur tente pas, mais on dirait qu'ils se sentent encore un peu insécures pour y faire partie. Donc, il y en a 2 qui sont comme observateurs puis qui essayent juste de comprendre avant de dire « OK, oui, j'aimerais ça vraiment prendre, je sais pas, la job de trésorerie, etc. » Comment on fonctionne aussi, on a beaucoup de comités de toutes sortes d'affaires, là, parce qu'on a, par exemple, un comité de trésorerie, finances, visibilité, etc. Fait que tout le monde est un peu... Oui, on fait notre travail quotidien, mais toute la partie gestion de l'entreprise, on se la divise entre tout le monde parce qu'on n'a pas de directeur général, on n'a pas de chargé de projet, comme j'ai dit tantôt. Que toute la paperasse, etc., ben, on se la divise. C'est comme, normalement, tout le monde a au moins une journée par semaine qui est dédiée juste à la gestion de l'entreprise. Puis ça se fait tout en comité. Excellent. On apprend plus. On va continuer au cours de la soirée à en apprendre sur le modèle coop. Effectivement, qu'est-ce que l'entreprise ou l'organisation là, peut changer pour aider là, au niveau du sens pour les employés? Bien, ça va dans le sens de ce que tu disais, se débarrasser des patrons et sortir du capitalisme, essentiellement. Là. Mais,
après ça, c'est comment y arriver dans des organisations qui sont un peu plus grosses. Il y a une proposition super inspirante présentement qui est à l'étude par le gouvernement espagnol, une proposition qui a été développée par Isabelle Ferreras, Dominique Meda, Julia Batilana, je t'en parlais tout à l'heure. Une proposition, en fait, de démocratisation du travail. L'idée qui est mise de l'avant, c'est que sur tous les conseils d'administration des entreprises, je ne me souviens pas à partir de combien de personnes, mais essentiellement toutes les entreprises de moyenne ou grande taille, 50% des sièges au conseil d'administration soient occupés par des représentants des travailleurs et des travailleuses et qui seraient reconnus comme des investisseurs en travail. Parce que, bon, je veux dire, on investit quand même les plus belles années de notre vie dans notre job, là. Et à partir de ce moment-là, la proposition, c'est que autant les investisseurs en travail que les investisseurs en capital aient chacun droit de veto sur l'ensemble des décisions de l'entreprise. La proposition est sérieusement à l'étude présentement par le gouvernement espagnol qui va se prononcer en septembre. Si ça passe, on entre dans une nouvelle ère de démocratisation du travail. Le capital va se mobiliser et réagir de façon violente, on peut le supposer, mais si ça passe, on entre dans une nouvelle utopie de démocratisation du travail qui devient ultimement une reprise de contact avec ce qui était l'idéal socialiste des premiers temps, là. Alors, il y a peut-être un horizon, là, qui va peut-être se dessiner, qui va tous nous donner espoir collectivement d'avancer vers un monde meilleur. Puis en attendant, c'est le fun parce que cette idée-là, justement, tu sais, ce qui donne du sens au travail, on le disait tantôt, c'est le fait d'avoir prise sur les décisions qui se prennent. Et nous, cette idée-là de démocratiser l'espace de travail, on essaie d'en parler beaucoup, tu sais, dans les milieux où on va. Je dis ça comme s'il y en avait 50. On est une jeune organisation, là, on en a fait quelques-uns. Mais un exercice qu'on a fait récemment avec les employés de bureau, le syndicat des employés de bureau d'Énergir. Eux autres aussi, ils nous ont invités. Eux autres aussi, ils se posent des questions. C'est fascinant. Des milieux les plus polluants sont ceux qui nous tendent des perches ces temps-ci parce que les travailleurs, travailleuses se sentent comme dans la dissonance cognitive. Mais toujours est-il qu'on faisait faire un exercice, on arrivait avec des propositions comme ça super utopistes. Pas toutes, mais certaines, comme celle-là. Et on leur demandait de placer l'ensemble des propositions sur un graphique en 2 axes, désirable versus gagnable. Et évidemment, une idée comme celle-là de la démocratisation du travail leur semble hyper désirable. Ça leur parle vraiment beaucoup, mais zéro gagnable. Fait que là, après ça, on essayait de réfléchir avec eux autres. OK, y a-t-il moyen, celle-là ou les autres propositions qui vous semblent intéressantes mais difficiles à aller chercher, sur lesquelles, en tant que syndicat, vous sentez que vous n'avez absolument pas de prise, y a moyen de la défaire en petites parties sur lesquelles, ça, vous auriez peut-être une pogne. Fait que ça fait partie des réflexions qu'on commence à essayer de susciter. Puis bon, après ça, est-ce qu'on va réussir à créer un vrai mouvement social autour de propositions comme celle-là au Québec pour que, dans quelques années, ça soit ici, que ce soit à l'étude et pas juste en Espagne? On verra. Ça va donner un modèle. Si ça passe en septembre, on va suivre ça. Marie-Ève, tu interviens directement dans les organisations, les entreprises. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Non, mais je vais essayer de vous donner ce que j'ai vu de plus inspirant, là, parce que j'ai la chance de butiner dans plein de milieux où il y a des gens qui sont sur cette quête-là. Mais je dirais qu'il y a tellement de choses qu'on peut et devrait changer dans les organisations parce que on travaille avec des outils, des structures qui datent d'une époque qui n'est plus de ce temps. T'sais, la stratégie des organisations, ça date de la guerre. On va mettre sur une carte où on veut être dans 5 ans. L'organisation du travail, ça date à peu près de la même époque où les gens n'étaient pas intelligents. On considérait les gens comme le bras de la machine. Donc, on va séparer les tâches pour que tout le monde puisse être remplaçable. On est dans une ère opposée. Tout le monde a envie, réfléchit, a quelque chose à dire. Fait que mon mandat, avant, ça fait 10 ans que je suis consultante, puis avant ça, ça a toujours été ça mon rôle de pour vrai, avoir le droit de prendre soin des équipes et des leaders, de pouvoir essayer plein de choses. Puis fait que j'ai essayé plein de choses, on a été vraiment créatifs, puis juste ça fait du bien. Juste avoir le droit, comme équipe, d'essayer des choses pour aller mieux, pour avancer vers quelque chose de plus viable. Mais il
il y a quand même eu des moments tournants dans ma carrière où je me suis rendu compte que il y a beaucoup de souffrances qui viennent des structures, tu sais, que les gens dans la structure veulent. On est une culture assez collaborative. Des leaders veulent collaborer, mais ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas nécessairement les savoirs pour le faire. Fait que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait changer. Le problème, c'est que 90% des gens connaissent juste les façons de faire qui sont désuètes. Fait que là, je pense que les gens devraient savoir qu'il y a d'autres choix. Fait que c'est quoi les alternatives à la stratégie de guerre? C'est quoi les alternatives à l'organigramme conventionnel? Voilà, donc là, disons, des gens que j'ai accompagnés, c'est ça, vous avez eu une conférence sur la sociocratie ou les modes de partage du pouvoir dans les organisations, comment on veut décider ensemble, est-ce qu'on avance la prise de décision par consentement, ceux qui étaient là, comment avancer rapidement, mais ensemble. Donc, c'est sûr que de structurer les rôles collectifs, se donner des outils pour avancer ensemble, des organisations aussi qui décident de ralentir, de prendre un moment quand ils arrivent en réunion pour se demander comment ils vont pour vrai, puis après la réunion pour dire comment tu pars pour vrai. Bref, donc des façons de structurer les organisations, des façons aussi de réfléchir la stratégie qui est plus... toutes les parties prenantes des organisations sont invitées autour de la table, pas tous en même temps, on n'est pas toujours 200 dans la salle pour faire toutes les étapes de la stratégie, mais à quel moment le CA devrait être consulté, à quel moment les équipes devraient donner leur idée, dire ce qui va pas. Donc, il y a vraiment des façons aussi de réfléchir la stratégie. J'ai accompagné plein d'organisations qui embauchent leurs familles, qui embauchent leurs femmes, qui embauchent leurs amis. Il y a plein de règles dans le ciel qui disent on n'a pas le droit de travailler avec nos amis. Qui dit ça? C'est tellement le fun de travailler avec ses amis. Fait qu'il y a comme, c'est ça, il y a plein de règles très rigides qu'on peut se questionner puis se dire, qui a dit qu'on ne pouvait pas travailler avec nos amis? Puis pourquoi on dit ça? Puis si on veut travailler avec nos amis, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ça marche? Fait que se donner une grande liberté, oui, se former, là, la sociocratie, il y a plein de connaître nos alternatives, ça nous fait sauver beaucoup d'années. J'ai travaillé longtemps à essayer de trouver des clés que la sociocratie m'a données, là. Fait que je dirais que les façons de structurer les organisations, ça aide, mais aussi se demander, pourquoi on fait ça comme ça jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça me convient? Puis sinon, est-ce qu'on peut essayer d'autres choses? Fait que ce sera ma semaine en 5 minutes. C'est bon. Voilà. Mais vous allez vraiment au-delà de ce qu'on entend souvent du travail, les conditions de travail, les politiques RH. Fait que vous entendez, ce qu'on entend, c'est que c'est pas ça les éléments qui ressortent des problématiques. Si on parle des conditions, ouais. Ce qui fait du bien, c'est de donner le choix aux gens. Tu sais, le bonheur pour moi puis le bonheur pour toi, c'est tellement intime. Ce qui me rend heureux puis ce qui te rend heureux. Je suis allée voir des entreprises là, qui se considéraient être le meilleur employeur au monde, puis ça faisait un petit peu comme « Ah, là, j'ai 8 laits végétaux le matin, moi, je voudrais le 9e. » Tu sais, je trouvais que c'était beaucoup... Mais en réalité, quand on donne le... Je sais pas, j'ai pas donné le bon exemple, mais disons qu'on dit, voici, chaque employé a 2000 $, utilisez-le à ce qui a vraiment de la valeur pour vous dans votre vie maintenant. Si moi, je veux m'acheter une maison, c'est peut-être l'argent. Si moi, c'est du temps qui me fait du bien. Fait en tout cas, dans les conditions, moi, ce que je trouve, c'est d'avoir, oui, un budget équitable, mais des options plus personnelles. Puis j'ajouterais d'avoir un réel pouvoir décisionnel, parce que combien d'employeurs sont prêts à aller consulter leurs employés? On va vous écouter, puis après ça, on va faire ce qu'on veut, puis on va essayer d'en tenir compte, parce que vos idées, on les a trouvées bien cute, mais elles nous coûtent trop cher, ou ci ou ça. Puis on n'ira pas essayer de développer des compromis avec vous pour faire en sorte de trouver une façon qui vous convient, puis qui va respecter notre budget, par exemple, parce que ça serait renoncer à notre fameux droit de gérance, comme on entend souvent. Donc, on va quand même décider à votre place, mais on va vous avoir consulté. C'est super infantilisant, tu sais. Mais avoir donc un pouvoir de décision réel. Merci. Avant l'autre question, j'aimerais ça entendre Zorani sur la question des partir une gang d'amis en entreprise. Je pense que c'était un peu ça au début. Je sais pas si c'est la même gang aujourd'hui ou comment ça a bougé, comment ça s'est vécu. En fait,
je peux commencer par une anecdote. On était en classe souvent ensemble. Les profs ils nous disaient tout le temps, il faut que vous arrêtez de vous mettre en équipe, vous n'allez jamais continuer à travailler ensemble sur le monde du travail. Ils nous ont séparés à plusieurs reprises. Comment ça s'est passé? C'est sûr qu'au début, c'était comme une idée folle, je dirais, de la part d'une des personnes. Il ne fait plus partie vraiment des... En fait, des 5 cofondateurs, on reste 2 maintenant. Puis justement, c'était comme l'idée folle de Marjorie, qui était comme « Je suis vraiment fatiguée des autres studios, on peut tous partir de quoi? » On a commencé vraiment comme ça. C'était l'été, il faisait super chaud. On était à la brûlerie Saint-Roch. Puis on disait des noms juste pour le fun. Puis on a dit « ça va s'appeler Mambo Mambo ». Puis comment ça se passe travailler avec des amis? Mais c'est juste plaisant. On se connaissait déjà, on savait déjà comment... travailler ensemble parce qu'on l'avait fait pendant longtemps. En fait, des 5 cofondateurs, il y en a 3. En fait, on était 3 qu'on a étudié aussi au cégep ensemble avant. On a connu 2 à l'Uni. Donc, ça faisait en sorte que ça faisait quand même longtemps qu'on se connaissait, puis on savait qu'est-ce qu'on voulait, de quelle façon on voulait travailler, etc. Puis ça s'est fait vraiment naturellement. Puis même encore aujourd'hui, quand on engage des gens, c'est pas qu'on se cherche des amis, mais le processus d'entrevue, il inclut aussi cette espèce de rencontre peut-être dans des lieux un petit peu plus insolites que juste au bureau, full stressé. Quand on passe dans des entrevues tout le temps, OK, on rencontre les personnes, en premier, si, je sais pas, si c'est des développeurs, par exemple, c'est le directeur dev qui les rencontre en premier. Mais après ça, on rencontre tout le monde ensemble pour voir s'il y a un fit. Parce que ça reste quand même que cette personne-là, s'il devient partie de notre coopérative de travailleurs, elle va quand même avoir un poids dans nos décisions. Donc, il faut quand même que ça lui tente puis que ça nous tente. C'est vraiment ça. C'est comme carrément... C'est vraiment... des fois, je dirais c'est carrément un mariage, là, ou presque, là, parce qu'on se voit quand même beaucoup aussi. Puis l'autre chose aussi à dire, moi, je travaille avec mon chum. C'est mon co-directeur de création. Puis encore une fois, l'idée de... Puis on n'est pas, c'est pas comme si on mettait ça super de l'avant. On a encore des clients qui, des fois, ils ne savent même pas que c'est le cas. Puis à un moment donné, c'est surprise. C'est comme, ah, OK, c'est ça. Mais c'est juste très facile pour nous parce qu'en fait, on travaille en création. Puis cette complicité-là, elle est vraiment importante. Donc, ça vient enlever une espèce de couche il faut, si les choses vont bien, quand on est en train de faire un projet, il faut se le dire, mais si ça va mal, il faut aussi se le dire. Donc, quand on est super complice, tout le monde au bureau, ça fait en sorte que on avance plus vite, puis il y a moins de non-dits, je dirais. Fait que la communication, elle passe vraiment de façon plus fluide. Excellent. Bon exemple, c'est un bon témoignage. La question pour faire des transformations à l'interne, le pouvoir des travailleuses puis des travailleurs, tu vas en parler, comment ils peuvent avoir un certain pouvoir pour amener que les choses changent, peut-être des fois dans les plus grandes organisations, ou vous aurez mis peut-être dans des expériences antérieures. Est-ce que tu vois que les travailleurs peuvent avoir un certain pouvoir pour influencer des changements ou avoir un certain pouvoir? Avez-vous observé des choses ou des choses que vous avez pu vivre vous-même par rapport à ça? C'est sûr que la syndicalisation est un vecteur de pouvoir, c'est sûr. En même temps, le droit du travail fait en sorte que l'espace où ce pouvoir-là peut être véritablement exercé ultimement par le droit de grève est hyper limité dans le temps. C'est au moment de l'échéance de la convention, puis uniquement après un certain délai, puis des étapes de médiation, etc. Donc, le pouvoir, toute la loi du travail est faite pour que ce pouvoir-là, que les travailleurs et les travailleuses se sont donnés au fil des décennies, soit le plus circonscrit possible, qu'ils puissent l'utiliser le moins possible. Puis là, il est attaqué présentement, justement, avec le gouvernement Legault qui veut restreindre le droit de grève. Ça, c'est sûr que c'est un espace. Mais après ça, il y a aussi une réflexion à avoir sur comment élargir ce pouvoir-là. On a organisé une formation en mars. On a fait venir un membre, l'ancien président du syndicat des professeurs de Los Angeles, qui est venu nous parler d'un mouvement qui se développe de plus en plus aux États-Unis, qui s'appelle Bargaining for the Common Good, donc négocier pour le bien commun. Beaucoup des travailleurs des services publics, des hôpitaux, des profs, qui ont essayé de réfléchir à des moyens d'élargir leur pouvoir de négociation syndicale à des enjeux de bien commun.
qu'ils ont, par exemple, le syndicat des profs de Los Angeles se sont mobilisés avec des comités de parents et des mouvements sociaux. Ils ont carrément construit leur cahier de demande de négociation avec des comités de parents et des mouvements sociaux. Ils leur ont demandé, pour que vous ayez envie de vous mobiliser avec nous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on demande? Parce que nous, on a ce droit de grève-là. On peut paralyser une partie de la ville là, si on s'y met, puis qu'on réussit à mobiliser nos membres comme il faut. Y a-t-il moyen que ça soit plus pour autre chose, pour quelque chose de plus fort que juste nos salaires? Puis ils ont notamment gagné... Bon, pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, il y a de la police scolaire dans toutes les écoles. C'est carrément un corps de police. Là. Ils ont notamment gagné l'interdiction des fouilles aléatoires. Et évidemment, les étudiants se faisaient fouiller pour des armes. De façon disproportionnée, c'était des étudiants racisés qui se faisaient fouiller à répétition tous les jours. Tu sais. Puis, ils ont carrément invité des étudiants qui subissaient ce traitement-là à prendre la parole dans leurs assemblées générales devant leurs membres et leur raconter ce que c'était. Et là, tu avais des profs qui voyaient leurs étudiants venir témoigner de l'humiliation qu'ils subissaient au quotidien. Puis, ce qui fait que là, tout d'un coup, cet enjeu-là, qui au départ faisait vraiment pas l'unanimité au sein des professeurs, parce qu'ils se sentent en sécurité par ces mécanismes de protection-là, dans un contexte où il y a des fusillades aux États-Unis sur une base régulière, là, tout d'un coup, la sauce a pogné. Et ils en ont fait un enjeu de négociation. Ils l'ont gagné. Donc, il y a vraiment plein de mécanismes qui sont expérimentés présentement dans certaines régions du monde pour élargir justement le pouvoir que les travailleuses et les travailleurs peuvent avoir sur des enjeux de, oui, bien-être immédiat dans leur travail, mais bien-être immédiat dans leur vie aussi, parce que les travailleurs ne sont pas que des travailleurs, on est des citoyens. Et il y a moyen, à travers cette unité-là qu'on peut construire en milieu de travail, d'aller chercher des gains politiques qui nous dépassent. Oh, merci pour l'exemple. C'est inspirant. Est-ce que vous avez des observations, des cas vécus? Ben, j'ai mon cas vécu à moi. Ouais. Là, mettons. Moi aussi, ben, je pense que moi, j'ai toujours vu ma vie comme mon entreprise où je pouvais faire ce que je voulais. Là. puis je me suis demandé de quoi j'avais besoin, qu'est-ce qui était important pour moi. Puis j'ai réalisé que moi, ce qui avait le plus de valeur, c'était le temps. Puis que finalement, ben, je préfère faire mes choses moi-même que de les acheter. Fait que, en tout cas, je pense que comme travailleur ou comme... ben on peut aussi se demander la place que le travail doit prendre dans notre vie, puis pourquoi on veut travailler, puis jusqu'où on veut travailler. Avec mon chum, on a comme un deal qu'il y a beaucoup plus de valeur à rénover notre maison que nous deux, on va travailler, puis là, on embauche des gens qui vont faire ce que lui a envie de faire aussi. Fait qu'en tout cas, il y a comme... Moi, je trouve qu'on a un pouvoir aussi de re-réfléchir le rôle, la place du travail dans nos vies, où est-ce qu'on a envie de travailler. Puis là, si je vais du côté du pouvoir des... Ben, j'ai vu beaucoup dans les organisations, quand on arrive avec la communication non violente ou l'empathie, comment on amène plus de collaboration... Bien, tout le monde veut réparer l'autre. C'est comme, ah oui, on a besoin de cette formation-là, parce que lui, là, il n'est pas vraiment bon en collaboration. Puis ça m'a toujours fasciné de voir comme, on veut toujours réparer l'autre. Mais une entreprise, c'est un système humain, puis les humains, ben ça grandit, puis des fois, ça grandit bien, puis des fois, ça grandit mal. Fait que moi, je trouve qu'on a tous, on peut se mettre en victime, puis se dire, ah, tu sais, je vais subir, ou... Ben, se dire de quoi on a le plus besoin ici, puis qu'est-ce que moi je peux amener, ou comment moi je peux. Puis oui, il y a les leaders officiels, mais on le sait, partout où on travaille, il y a des leaders naturels. Il y a des gens qui nous inspirent, il y a des gens avec qui on a envie d'être. Fait que moi, je trouve qu'on a beaucoup de pouvoir, peu importe, si on est affilié à 3 personnes ou à 1 million, on travaille toujours avec les mêmes 10 personnes. Puis ça aussi, c'est une entreprise. Puis entre nous, on peut se dire, hey, même si ce monde-là travaille de même, nous, on essaye-tu d'autres choses? Fait que c'est ça, je pense qu'on peut à tous les niveaux, sur nous, dans nos petits groupes, dans nos sous-groupes, puis c'est ça, à un moment donné, qui voyage puis qui se multiplie. Là, je trouve que... Puis là, les gens font comment? Eux autres, ils ont l'air d'aller mieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça crée... Je trouve que de développer des modèles inspirants, essayer des choses, inspirer les autres,
pour moi, c'est la plus... puis proposer des solutions. Parce que souvent, on dit, on pointe le négatif, mais on a le droit de se demander, hey, mais tu sais, comment on pourrait faire pour... Qu'est-ce que je propose, moi, pour qu'on avance? Fait que être force de proposition aussi, je trouve que c'est une belle attitude. Voilà. Merci. Je peux rajouter quelque chose. Je crois aussi que, en fait, le fait qu'on soit une coop de travailleurs fait en sorte qu'on a quand même les chiffres devant nous. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des décisions. Il n'y a pas cette espèce d'infantilisation qu'il y a beaucoup de propriétaires d'entreprises qui ont, que des fois, c'est comme ils prennent des décisions, mais tu ne sais pas pourquoi. Donc, il n'y a pas justement cette espèce de pourquoi, où tu te mets à t'imaginer plein d'affaires qui peut-être même pas. Donc, justement, le fait qu'on a cette transparence-là de voir tous les chiffres, comment l'entreprise va, où est-ce que l'argent est allé, où est-ce que l'argent est sorti. Des fois, il y a des choses aussi, par exemple, où est-ce qu'on va couper. Des fois, ça sort de la bouche de quelqu'un que tu n'en attends pas parce qu'il a trouvé qu'il y avait quelque chose, parce qu'on était en train de faire quelque chose de complètement ridicule avec l'argent de la coop. Parce que justement, on a tous accès à ces chiffres-là, donc on peut faire des changements pour ça. Puis aussi, quand on y arrive, je sais pas, on fait un nouveau programme de quelque chose, on sait si on a l'argent ou si on ne l'a pas. Parce que ça reste quand même qu'il y a ça aussi. Là. Guillaume, il dit souvent qu'on ne se paye pas en sourire. Là, donc, il faut quand même qu'on ait de l'argent pour tout ce qu'on a envie de faire ou qu'est-ce qu'on a envie de créer ou qu'est-ce qu'on a envie de donner aussi. On se paye pas en sourire, c'est bon. On va le retenir, ça. C'est bon, on était à l'interne là, des entreprises, des organisations. Je l'amènerais du point de vue un peu plus macro. C'est une question peut-être plus complexe, mais on est cette semaine dans le Festival de la décroissance. On parle beaucoup de transition socio-écologique. Qu'est-ce que ça va avoir, vous pensez? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour le marché de l'emploi, pour les secteurs d'emploi? Voyez-vous des grandes transformations, peut-être des tensions, des changements dans l'emploi, puis éventuellement dans le sens au travail, on pourra en parler un peu plus tantôt, mais sur les grands changements que ça peut avoir sur le marché. Bien, moi, je dirais que c'est sûr que ça prend des changements. Si on veut vivre une transition, il faut changer. C'est la nature même de la question, on dirait, suggère la réponse, là. Puis en même temps, on dirait que dès qu'on parle puis ça fait ça dans n'importe quel changement, là, on parle du changement, on a peur. Mais pourtant, c'est toujours une très grande opportunité de se réinventer. Fait que, est-ce qu'on va vraiment perdre des emplois ou on va avoir des emplois plus locaux? On va avoir des emplois avec un plus grand impact, dans le sens que j'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut changer beaucoup de choses dans une bonne direction avant que ça... On peut se réinventer avant... En tout cas, fait que moi, j'ai comme... il faut que ça change. Puis je pense que ça doit changer pour qu'on ait un impact positif, pour prendre soin de la transition socio-écologique. Puis après, c'est ça, si on se met à réfléchir à, peut-être que moi, j'ai toujours essayé de faire moins d'argent par phase dans ma vie parce que je voulais plus de temps, parce que je pouvais aider mes voisins, parce que, fait qu'il y a aussi comme, si la transition nous amenait à travailler moins, mais qu'on s'entraidait plus, puis qu'on troquait, ou que moi, j'ai plus de patates, toi de tomates, il y a comme aussi... je pense qu'on peut être créatif aussi pour réfléchir la suite. Il y a un changement de rapport au travail qui vient avec une sorte philosophie pour de vie. Certains, puis pour d'autres, non, dans le sens que je pense que chacun, sur ce spectre-là, va trouver... Moi, il y a des choses que j'aime vraiment mieux payer que faire. Puis c'est pour ça que je travaille. Puis c'est mieux comme ça. Mais c'est ça, c'est comme, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Puis pourquoi j'ai envie de travailler ou non? Puis je pense que c'est cet équilibre-là que chacun peut évaluer. Voilà. Je serais peut-être vers François. Peut-être que vous faites des analyses un peu plus macro, des données ou une perspective de point de vue. On va y aller pour perspective. C'est sûr que les choses vont changer. En anglais, ils disent « by design or by disaster ». On s'enligne plus pour que ça soit by disaster plus que par design, malheureusement. Donc, il y a des choses qui vont nous être imposées. Et à partir de ce moment-là, la question, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'elle fasse le moins mal possible. Je lisais récemment un livre d'un auteur suédois dont je ne suis pas capable de prononcer le nom, mais le titre du livre c'était Against the Crisis. Puis le sous-titre, je pense que c'était quelque chose comme An Economy in a Burning World ou quelque chose comme ça, là. Mais qui soulignait le fait que
dans les grandes crises, c'est toujours les plus vulnérables qui payent. Les crises sont toujours des moments pour les gens de pouvoir de consolider et de concentrer leur pouvoir. Toujours. Alors, à partir de ce moment-là, bon, bien évidemment, ça fait peur. Surtout que là où on en est, il y a une partie... Je veux dire, la crise, on a déjà les pieds dedans. Là. Il n'est plus question de l'éviter. Là. Il est question d'amoindrir le choc le plus possible. Mais les chocs s'en viennent et ils vont être brutaux. Il va y avoir des pénuries de nourriture un peu partout dans le monde. Il va y avoir du travail en extérieur à plein de moments de l'année et encore plus dans certaines régions du monde qui va devenir vraiment difficile à cause de la chaleur extrême. Il y a les inondations qui vont se multiplier, les feux de forêt. Bon, vous la connaissez, la situation, on n'a pas besoin de m'étaler. Mais à partir de ce moment-là, nous, ce qu'on essaie de faire quand on va dans les milieux de travail, c'est ça, c'est d'inviter les travailleurs à se saisir de l'enjeu pour essayer de proposer leur horizon qui leur semble souhaitable, qui leur semble désirable, parce que les patrons sont extrêmement habiles pour utiliser n'importe quel prétexte de transformation, que ce soit une nouvelle législation ou que ce soit simplement le discours sur la transition écologique qui flotte dans l'air pour s'attaquer aux droits des travailleurs et des travailleuses. L'exemple le plus évident, c'est dans l'hôtellerie. Vous avez probablement toutes vu, quand vous allez dans les hôtels, les petites affiches qui sont placées depuis quelques années maintenant, là, qui disent si vous n'utilisez pas la serviette, déplacez-la pas, comme ça, on va économiser de l'eau, on n'aura pas besoin de la laver pour rien. Ça. C'est bien cute, mais concrètement, quand les employeurs de l'hôtellerie ont commencé à faire ça, c'était pour pouvoir slacker du personnel ménager. À partir de ce moment-là, ça leur prend moins de monde. Ça a été une mesure qui a été mise en place sous prétexte d'écologie pour réduire le staff. Et ça, les employeurs sont très, très... Pas tous, évidemment, il y en a qui sont gentils, là, mais dans un contexte où, ultimement, c'est le profit qui est derrière les prises de décision ultimes. En général, c'est ça qui se passe. Donc, se présenter comme vertueux pour prendre des décisions qui vont affaiblir les droits des travailleurs et des travailleuses, surtout les plus vulnérables qui n'ont pas d'outils pour se défendre, c'est déjà très, très, très présent et ça va aller en augmentant. Alors, c'est ça. Comme je disais, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller dans le milieu de travail pour essayer d'aider les travailleurs et les travailleuses à se donner leur propre scénario. Parce que les boss, eux autres, ils font leurs prévisions. Qu'est-ce qui risque d'arriver dans 15-20 ans, puis comment eux vont s'y préparer pour sortir leur bille du jeu. Pas toutes, mais les plus efficaces le font. Alors, donner cet espace-là aux travailleurs et aux travailleuses pour pouvoir commencer à réfléchir à un plan de match à long terme. C'est ce qu'on essaie de faire. Zorini, voulais-tu aller là-dessus? En fait, chez nous, c'est quand même des questions, je dirais, souvent quand on se pose ce type de questions-là, on est quand même une entreprise de juste 10 personnes. Mais je crois que quand même, c'est justement, on laisse quand même la place à certaines idées que certains y amènent tout le temps par rapport à ça. Mais ça reste des fois aussi, même, c'est plus, je dirais, concrètement, qu'est-ce que nous, on peut faire puis qu'est-ce qu'on applique déjà. C'est même aussi dans le choix des clients qu'on décide de prendre. Il y a certains types d'entreprises qui jamais de la vie on dirait oui là, parce qu'on l'a déjà vécu aussi quand on était dans d'autres agences où on était comme pourquoi je suis en train de travailler sur quelque chose qui ne fit pas du tout avec qu'est-ce que je crois. Donc c'est une, je dirais, la chose la plus concrète, c'est un peu ça là, à qui on travaille, avec quelle personne on veut justement, à qui on veut donner qu'est-ce qu'on sait faire, c'est carrément ça. La seule chose que je dirais qu'on est capable de faire concrètement en tant que petite entreprise. Ouais. J'ai choisi. Non, vas-y. Non, toi. En fait, c'est ça. Moi, je pense que le danger de la crise, c'est des tendances lourdes, la transition socio-écologique. C'est très... On est dans un monde de plus en plus complexe où les changements sont de plus en plus rapides. Puis le danger, c'est de chercher la réponse simple ou la réponse unique. Là. Fait que là, on le voit, puis si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde politique, il y a un grand mouvement à la polarisation ou à
à vouloir un leader qui sait quoi faire dans un monde complexe, là. Fait que moi, je dirais, peu importe là, ce qui se passe en ce moment au niveau macro, essayer de ne pas glisser dans la tentation de... C'est sûr que ce serait le fun qu'il y ait une réponse simple, mais ce serait donc pas une réponse au système complexe. Fait que c'est comme, moi, c'est ça en ce moment que je vois comme plus... qu'il faut rester... sensible à est-ce que moi, je suis en train de vouloir, oui, me rassurer, mais par un leadership qui est peut-être un peu plus simpliste par rapport à la complexité de la situation. J'irais vers François pour le milieu syndical. Je suppose qu'il va y avoir certaines tensions, même à l'interne des secteurs qu'on peut voir disparaître. Tu as parlé du secteur de l'aviation, secteur des énergies. Préserver les emplois versus les changements qu'ils vont faire. Est-ce que tu assistes à des conversations là-dessus? Les syndicats, quelle position ils peuvent prendre? Le monde syndical, dans son ensemble, a beaucoup de difficultés à s'approprier sérieusement la question de la transition socio-écologique. C'est pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on est né. Nous, on l'a compris au départ, quand TJC est né, on était uniquement des membres individuels qui se disaient, bon, l'espace syndical est un espace démocratique, à la démocratie imparfaite, là, mais quand même démocratique. Alors, on va utiliser cet espace-là pour faire monter dans nos assemblées. On va se coordonner, puis on va faire monter dans nos assemblées respectives des positions en lien avec la justice climatique. La première, ça a été une journée de grève illégale en 2022, 23 septembre 2022, la dernière grande mobilisation climat au Québec. Au départ, c'était ça. Puis là, après ça, on s'est dit, bon, OK, on n'arrive pas à faire sortir l'appel à la grève du secteur de l'éducation. Puis c'est pas le secteur qu'on a besoin de mobiliser si on veut vraiment développer un réel rapport de force. Alors, on a commencé à réfléchir à d'autres moyens d'action. Puis on s'est coordonné pour faire remonter des résolutions dans les congrès syndicaux. On est arrivé à la CSN, on était quand même bien implanté, donc on a réussi à faire remonter une résolution au congrès de l'ensemble de la CSN qui demandait que, compte tenu de la situation, la CSN embauche des conseillères à la transition socio-écologique pour accompagner tous les milieux de travail qui veulent s'approprier ces questions-là. On trouvait que c'était une bien bonne idée. Et là, dans l'Assemblée, le président du syndicat de la fonderie Horn s'est levé. Et a essentiellement dit qu'il était tanné d'entendre que la CSN s'intéressait plus aux caribous qu'aux travailleurs, parce que là, il y avait toute la polémique sur la forêt aussi, et que lui, en sortant du Congrès, il allait réfléchir à se magasiner une autre centrale syndicale. Alors là, tout de suite, on voit, et là, évidemment, c'est des cotisations qui se perdent pour un syndicat, puis c'est ça. Fait que là, on s'est dit, OK, ça ne passera pas par les centrales syndicales, il va falloir le faire nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a créé TJC, en disant, bien, on va y aller syndicat par syndicat, secteur par secteur, on va faire avancer la réflexion, on va organiser des événements entre les centrales syndicales, des espaces de conversation aussi. La manif du jour de la Terre à Montréal, c'est une belle réussite. On a créé quelque chose avec les syndicats de la STM, présentement, sont en égo. Alors, on a organisé la manif du jour de la Terre en collaboration avec les syndicats du transport collectif pour véritablement mettre cet enjeu-là de l'avant. En termes de résonance politique, ça n'a pas eu un très gros impact. Par contre, ça a été la première fois depuis, je pense, des décennies que les syndicats CSN et les syndicats FTQ se mobilisaient ensemble. Ils nous ont tous dit que c'était quelque chose d'historique. Et là, le 25 mai, il y a une journée de grève organisée par le syndicat CSN et tous les syndicats FTQ ont dit qu'elle allait être là en soutien. Fait qu'il y a quelque chose, autrement dit, qu'on est capable de faire en amenant les syndicats qui sont prêts à se coordonner, à se mobiliser ensemble, peu importe leurs affiliations, parce que le mouvement syndical, dans son ensemble, lui, il n'y arrive pas, pour des exemples comme celui que je viens de te nommer. Là. Fait que, ça. Je ne sais plus si ça répondait à la question. Ben oui, c'est parfait. Ben, les gens vont bientôt pouvoir avoir leur période pour vous poser des questions. Je regarde le temps. On va aller vers la clôture parce que j'aimerais ça que vous avez sûrement des questions pour nos invités. Dans des mots de conclusion, est-ce qu'il y a des éléments que vous n'avez pas pu nommer, des grandes conclusions par rapport à tout ça? Nous vaincrons. Oui. Puis, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage.
Maria Zorani. C'est possible de créer un endroit où ça te fait juste, je vais dire un mauvais mot, chier travailler, pour vrai. C'est possible de créer un endroit qui est vraiment le fun, où tu as juste envie d'y aller pour... Je sais pas, Pémine, qui aime tout le monde, on va dire ça, dans cet endroit-là. Je sais, ça fait un peu nuage, là, mais... Vous avez réussi, là. Un milieu de vie, là, intéressant pour vivre, ouais. Moi, je dirais que celles et ceux qui n'ont pas lu le livre de Frédéric Laloux ou regardé ses vidéos Reinventing Organization, c'est un Belge qui s'est dit, il me semble que le monde du travail, les gens sont fatigués, ça marche plus, les gens sont pas heureux. Fait qu'il a voyagé dans le monde pour identifier des organisations qui faisaient différemment. Puis, fait que là, il y a plein de modèles inspirants, des gens qui ont... C'est ça, puis il a trouvé 3 points communs dans ces organisations-là. Ils étaient tous autogouvernés, donc des modes de partage du pouvoir. La personne est bienvenue au travail dans son entièreté, donc pas juste la Marie-Ève productive, responsable. Si je vais pas bien, je suis aussi... Fait que la plénitude, on est invité nous-mêmes, notre personnalité, nos forces, nos faiblesses au travail, puis la raison d'être évolutive. Donc, on remet en question notre étoile du Nord, pourquoi on veut prendre une décision, pourquoi... Fait que c'est ça, je vous laisserai sur une ouverture à lire Frédéric Laloux. Il y a une BD, un livre, des vidéos. Puis on voit plein de modèles inspirants qui font les choses vraiment autrement. Merci. Voilà. Je vous inviterai à les applaudir. Et c'est pas terminé. On a encore, je nous laisse quand même un bon moment pour la conversation avec vous. Donc, on est déjà prêt à prendre des questions. Oui. Je me demandais, par rapport au coop de travailleurs-travailleuses, quelles seraient les étapes pour mettre en place un style de coop de ce genre-là, ou les éléments importants, puis quelles seraient les difficultés s'il y en a? Mais premièrement, aller voir les pôles. Mais pour vrai, maintenant, nous, quand on a lancé Mambo, c'était en pleine coupure couillard. On les a toutes vécues. Même notre conseiller au CD, je ne me souviens plus c'était lequel. Ouais, CDRQ, il a perdu son emploi. La journée, on était en train de faire notre changement. Donc, on a été transféré, je pense, à quelqu'un d'autre. Au début, disons, nous, on a beaucoup appris dans le tas par nous-mêmes. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de ressources, pour vrai. Fait que juste pas avoir peur de justement aller voir les pôles pour comme, vous faire aider à partir de quoi que ce soit. Ils vont vous amener des ressources. Il y a aussi Réseau Coop aussi qui aide beaucoup au lancement de ce type d'entreprise-là. Qu'est-ce qui est difficile, je dirais, c'est que ça reste quand même que partir d'une coop de travailleurs, c'est quand même beaucoup de la responsabilisation des personnes qui vont être là. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent plus de responsabilités, mais ça reste que dans le concret, c'est que ça prend beaucoup de temps. Tu n'es pas là juste pour faire ton travail, tu es là aussi pour justement voir ce que l'entreprise fonctionne aussi. Puis ça, c'est beaucoup de temps aussi. C'est pas pour rien que dans presque tout type d'entreprise, c'est quand même des métiers en soi. Là. Nous, on a décidé de le faire nous-mêmes, mais ça prend quand même du temps. Fait que je dirais que c'est comme... La chose la plus difficile, je trouve, c'est ça, c'est cette partie-là, l'effet que ça reste quand même que... quand on veut vraiment démocratiser une entreprise, ça reste qu'il faut quand même que tout le monde prenne des responsabilités au sein de cette entreprise-là. Je vais te renommer les ressources. Là. Réseau Coop s'occupe des coops de travail spécifiquement. Ouais. CDRQ, c'est la coopérative de développement régional du Québec. Donc, il y a tous les types de coop au Québec. Puis, moi, je suis au pôle des entreprises d'économie sociale, donc OBNL, coop au sens plus large, mais régional ici. Juste à côté. Je vais regarder une question ici. Une parole. Parfait. Parlez assez fort pour que tout le monde puisse entendre la question. Ma question, c'est sur la fédération des luttes par les coopératives et lutter en syndicalisant. Et comment on peut lier ces deux mouvements, parce que j'ai l'impression que les deux mouvements fonctionnent de manière complètement isolée. Et si on prend l'exemple de
de la syndicalisation d'Amazon, qui était tellement inspirant. Il allait y avoir la première convention collective en Amérique du Nord. Puis il y avait 4500 travailleurs qui étaient slackés du jour au lendemain. Et parce qu'il n'y avait pas. Parce que je pense, là, les coopératives en fait, utiliser cette énergie, cette force de plein de travailleurs qui veulent travailler ensemble, collaborer, s'organiser ensemble, mais on ne prend pas les rênes de la machine et on n'essaie pas de construire quelque chose à l'extérieur d'Amazon. Genre, c'est pas une bonne affaire, c'est une entreprise d'abattage qui profite de l'esclavage chinois. Là, genre, donc pourquoi on a tellement de misère à fédérer les coopératives et à joindre le mouvement syndical avec le mouvement des coopératives? Parfait. On est quand même fort dans les coopératives au Québec Oui. par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a jumelage des forces entre le milieu des coopératives et du syndicalisme au Québec? Est-ce qu'il y a des rapprochements? Il y en a sans doute que je ne connais pas. Je sais que, de ce que je sais, ce sont des milieux qui évoluent relativement en parallèle, qui se parlent un petit peu, mais pas de temps. Tout simplement parce que dans une coop, tu n'as pas besoin de syndicat. Je sais aussi que, étonnamment, depuis 1 an ou 2, il semble y avoir une espèce de buzz, y compris dans le milieu syndical, qui est en train de monter sur cette idée-là de la démocratisation de l'économie. Je suis le premier surpris et le premier enthousiasmé. J'ai comme l'impression qu'il y a une couple de vieux marxistes qui traînent encore dans les syndicats qui sont en train de se dire « Ah ouais, OK, c'est un beau nouveau branding pour le socialisme, puis on va renouer avec nos rêves de jeunesse, puis on peut peut-être utiliser cette expression-là de la démocratie économique pour défaire la principale attaque que la droite a montée envers le socialisme au fil des décennies, c'est-à-dire que ça s'attaque aux libertés fondamentales. » Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que la grosse question, c'est, OK, oui, tu peux te construire une coop, mais dans une entreprise privée, le mieux que tu peux faire, c'est de te syndiquer pour avoir du pouvoir. Puis une fois que tu es syndiqué, le syndicat d'Amazon, bonne chance pour transformer Amazon en coop, là. Il ne serait pas arrivé. Là. Le passage d'un à l'autre est absolument impossible, autrement que par des législations. Puis là, on revient au modèle qui est à l'étude en Espagne présentement, là, qui va peut-être ouvrir des nouvelles voies. Ouais. Ben, je fais un petit aparté parce que j'étais cette semaine c'était le sommet national de l'économie sociale à Montréal pour l'ensemble de la province de Québec. Ben, François était là pour représenter les syndicats, entre autres. Mais effectivement, les syndicats n'étaient pas si présents, mais il y a ce mouvement-là, de démocratisation de l'économie, puis on va aller chercher des forces plus larges pour au niveau de la transition socio-écologique. Je pense que c'est un lieu qui va avoir un rassemblement. Puis de l'économie sociale prend parole de plus en plus pour être là, pour pas être juste un élément de l'économie, mais un élément qui peut prendre la place du capitalisme au niveau de l'économie. Fait que un peu plus de militantisme là, qui s'en vient du niveau de l'économie sociale. Puis là, je sens du milieu syndical aussi, donc l'urgence, on sent qu'elle met de la pression pour que ça bouge. En même temps, je tiens à préciser que je ne représente le mouvement syndical d'aucune façon. Il y a du monde en maudit qui ne m'aime pas dans le mouvement syndical. TJC n'est pas une centrale syndicale. TJC est un mouvement parasyndical qui est complètement autonome. On a des membres individuels et des syndicats membres. Maintenant, on est rendu à près d'une trentaine, mais uniquement des syndicats locaux qui choisissent d'adhérer en leur nom propre. Mais on est un chien dans un jeu de quilles, là, où dans le mouvement syndical, on vient déranger des habitudes en place. On commence tranquillement à développer une légitimité, mais ça ne se fait pas sans heurts. Puis moi, j'ajouterais que même si de façon imparfaite, si les leaders des OBNL, des coops n'ont pas fait l'exercice de vraiment partager le pouvoir avec des outils,
c'est quand même des structures qui naissent d'un désir de partager le pouvoir ou avec une certaine façon de faire qui est plus collective. Puis je pense que le syndicat prend cette place-là dans les entreprises qui sont très hiérarchiques. Fait qu'il y a peut-être aussi comme un parallèle à faire entre les deux dans leur raison d'être. Là, puis c'est peut-être pour ça qu'on les trouve moins souvent au même endroit. C'est une supposition. Oui, j'avais une question ici et là avec Vincent. Oui. Ça me fait penser tantôt, François, quand tu parlais des employés qui sont en dissonance cognitive profonde. C'est dans les entreprises, par exemple, Bombardier, Convergé, jet privé, c'est comme si tu as moindrement des valeurs, tu te rends compte à quel point genre, c'est incommensurable comme dissonance. Mais je me demandais ce que vous en pensiez, en fait, par des mouvements qu'on peut voir particulièrement en Europe, parce que je pense à une école d'ingénieurs où il y a une cohorte complète en génie qui ont juste refusé leur diplôme parce que ça ne faisait pas de sens dans le monde dans lequel ils sont. Des agronomes aussi, je pense qu'il y a une cohorte d'agronomes, gens qui des diplômés en agronomie qui ont juste refusé de participer à ça. Qu'est-ce que, dans le contexte du panel, genre de trouver du sens dans sa vie par rapport à l'emploi, qu'est-ce que vous en pensez de ces mouvements-là, puis comment ça peut avoir peut-être un modèle de pression, peut-être, par rapport au patronat, par rapport au système? C'est super intéressant parce que ces mouvements-là, ça a effectivement le potentiel d'exercer une pression sur certaines entreprises parce que c'est souvent de la main-d'œuvre. Les quelques cas qu'on a, c'est de la main-d'œuvre hautement qualifiée et donc rare. Après, il ne faut quand même pas perdre de vue que, quand tu parles de corps d'ingénieurs, de corps d'agronomes, on parle de gens qui sont socialement très privilégiés, là, puis qui vont être capables de se trouver un autre job, là, ce qui n'est vraiment pas le cas du travailleur moyen dans les entreprises polluantes. Fait que, après ça, c'est comment on tisse des solidarités entre... d'une part, comment est-ce qu'on multiplie ces exemples-là? Parce qu'il y en a eu quelques-uns, mais il n'y en a pas eu tant que ça, là, à ma connaissance du moins. Puis comment on tisse des solidarités avec les travailleurs de la base pour pas qu'il y ait juste l'impression que c'est des intellectuels qui regardent de haut parce que les autres peuvent se permettre de cracher dans la soupe et d'aller travailler ailleurs, là? Moi, je trouve que c'est tout plein d'initiatives complémentaires qui font lever un mouvement. T'sais. Puis la cause est tout le temps tellement grande. J'ai travaillé longtemps en coopération internationale, en droits humains, puis je travaillais pour Avocats sans frontières Canada, qui était plutôt dans la transformation pour l'avancement des droits humains, puis Amnesty International, qui était vraiment dans la dénonciation. Puis si un des deux disparaissait, il y avait... Fait que moi, je trouve qu'il faut trouver là où nous, on a un impact, puis que c'est l'addition de ces choses-là qui fait qu'à un moment donné, une cause bouge. Fait que quand on prend une initiative seule, des fois, on se dit « Ah, tu sais, est-ce que c'est un pavé dans une mare, tout ça? C'est d'autres choses, je sais pas. Ça, je l'ai jamais dit, fait que ça fait bizarre de le dire. Mais, tu sais, c'est ça. Fait qu'on des fois, on a l'impression, mais des fois, c'est ça qui réveille, qui donne l'idée, qui inspire, qui fait que l'autre chose, tu sais, l'impact est toujours dur à... On se disait ça un peu plus tôt. Il faut faire beaucoup de choses quand on commence une organisation. On se brûle souvent parce qu'il faut faire beaucoup de choses avant de savoir là où on a un plus grand impact. Puis ça, moi, quand j'entends ça, je fais comme « Ah, cool, il y a du monde qui savent ce qu'ils veulent. Ils ont essayé ça. Ça va être quoi l'impact? » Je pense qu'il y a des choses qu'ils vont voir puis il y a des choses qu'ils ne verront pas, qu'ils vont avoir. Tu sais, fait que moi, je trouve que faut essayer plein de choses. Puis que l'addition de tout ça va peut-être inspirer d'autres choses à côté puis ils ne le sauront jamais. Tu sais. Fait que c'est cool. C'est cool. Tellement. Des petites anecdotes comme ça. Ma carrière militante a commencé parce qu'une collègue m'a fait un dare, là. Fait qu'on ne sait jamais les répercussions que nos actions peuvent avoir. Ce dare-là de créer une manif parce que je me souciais des enjeux écologiques et qu'on n'en parlait pas assez a mené à la création de la planète Saint-Vite, qui a joué un rôle dans la création du mouvement étudiant pour le climat, qui a mené à la manif de 2019, qui a mené ensuite de ça à TJC. Puis, on ne sait jamais les impacts. Et toutes ces occasions de mobilisation-là ont touché des centaines et des milliers de personnes qui sont parties chacun de leur bord pour porter des projets aujourd'hui. Puis on est toujours comme peu légitime. On se dit, est-ce que moi, ce que je fais, ça, si l'autre le faisait, mais je suis comme... Le pouvoir qu'on a, c'est ce que nous, on a envie de faire, puis ce qu'on pense qui est une bonne idée. Ouais. C'est comme... Voilà.
J'avais Vincent, puis toi après. Parfait. Je vais commencer par remercier peut-être les organisateurs, tout le monde qui est là ici ce soir, puis le panel, parce que je trouve que c'est tellement un moment formidable où les gens peuvent se réunir puis faire vivre la communauté. Ma question est en lien avec le contexte global. Si on regarde les tendances qui se pointent à l'horizon, le vieillissement de la population qui met une plus grande pression économique sur la personne qui reste à travailler, l'intelligence artificielle qui pourrait mener à une concentration de la richesse davantage avec des cadres d'emploi, des personnes qui vont profiter de ces outils-là, des personnes qui vont vraiment l'utiliser, puis une crispation au niveau international, plus de la montée du protectionnisme qu'on a vu, notamment depuis le début de la COVID-19. Puis, c'est un peu un amas de circonstances, mais je me demande si les choses auxquelles vous avez réfléchi, puis si vous avez une idée de comment ça peut être un risque et une opportunité pour la place de l'environnement dans le milieu de travail. Bien, à peu près toutes les organisations avec qui je fais de la planification stratégique ajoutent ça en début de parcours. Tu sais, c'est quoi qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui a un impact sur nous, puis et sur ce qu'on fait au quotidien. Fait que moi, je pense que c'est aussi le genre de truc qu'il faut porter, puis quand on se demande c'est quoi notre prochaine étape, vers où on va. Fait que moi, je trouve que c'est comme les vraies bonnes questions à se poser. Puis là, je parle en organisation, là, avant d'entrer dans une réflexion stratégique sur c'est quoi nos prochaines actions. Puis là, ça fait qu'on prend... Si toute l'équipe a réfléchi à ça, a réfléchi à ce qu'on fait en ce moment en prenant compte de l'environnement, du vieillissement, ben là, c'est tous nos cerveaux qui sont créatifs pour déjà commencer à tourner le bateau. T'sais, c'est comme... Fait que moi, je pense qu'il faut que les organisations amènent ces discours-là ou cette conscience-là avant de faire des choix stratégiques. Fait que c'est une question complexe, fait qu'il faut vivre avec comme en continu, je pense. On avait une... Mais c'est tellement jamais satisfaisant. C'est vrai que ça existe, tu sais, j'ai l'impression. Oui, c'est complexe. Voilà. Oui. Oui, d'abord, merci pour la belle complémentarité des trois panélistes. Franchement, ça se recoupe bien. Malheureusement, ma question s'adressera davantage à François. Malheureusement. Les hommes, on prend beaucoup de parole. Non, ma question est la suivante. En fait, je suis dans une entreprise, je suis délégué syndical. Je ne suis pas sur l'exécutif, par contre. Et c'est un syndicalisme assez classique, au sens où ce sont essentiellement les impératifs de conditions de travail et de conditions salariales qui priment, et les enjeux sociaux et environnementaux sont relativement toujours exclus. Est-ce que tu as des exemples de cas ou des recommandations de syndiqués que tu as vus qui ont réussi à rapporter ces sujets-là au sein de leur exécutif syndical? Oui, de plein de façons. C'est-à-dire que tous les syndicats, en fait, qui sont devenus membres de TJC, c'est parce qu'il y a un membre de la base qui, à un moment donné, a amené le sujet en Assemblée générale, nous a invités à prendre la parole, puis a demandé un vote, essentiellement. Là. Fait que c'est déjà ça. Fait que c'est une première prise. Après ça, ben, une des choses que nous, on peut faire, c'est juste... Tu sais, des comités environnement, il y en a dans tellement de milieux de travail, puis ils ne savent pas quoi faire. Une fois qu'ils ont de la difficulté à mobiliser, bon, ils parlent recyclage, ils parlent compost, ils essayent des fois, dans les meilleurs des cas, de militer pour une pratique d'approvisionnement responsable, mais ils ne savent pas trop par quel bout prendre le problème. Fait que déjà, on a la possibilité de, ne serait-ce que de coordonner ces comités-là qui existent dans différents milieux, dans différents secteurs. Après ça, ben, nous, on a essayé de pousser pour des clauses de convention collective. Présentement, ça ne s'est jamais gagné, mais on est encore une jeune organisation. Mais il y a plein d'espaces de réflexion, ne serait-ce que militer pour avoir des congés en cas de catastrophe écologique, en cas d'inondation, par exemple, qui va se passer de plus en plus. S'assurer que les travailleurs sont protégés quand ça va les frapper de plein fouet. Ça peut être une des façons de le prendre. Pousser pour avoir une libération sur le milieu de travail ou une personne ajoutée à l'exécutif qui va porter cet enjeu-là et qui va peut-être le porter en collaboration avec d'autres acteurs de la région. Nous, c'est un des...
le dossier de la pérennisation puis de l'indépendance démocratique de l'organisation est au cœur de nos préoccupations. Présentement, on commence à se professionnaliser. On est dans je ne veux pas prendre trop de temps, là. Je suis un gars, en plus. Mais on essaie d'inviter nos syndicats membres, en fait, pour garder cette indépendance-là, à hausser légèrement leur cotisation syndicale pour financer l'organisation nationale, mais aussi financer des postes au local pour permettre, en toute indépendance, la mobilisation écologique, mais régionale, en partenariat avec d'autres groupes. On a été super inspirés parce qu'on a appris des profs de Los Angeles qui se sont mobilisés avec des gens qui étaient à l'extérieur de leur syndicat. Ça fait partie des choses qu'on essaie d'encourager, mais on est encore beaucoup en période d'exploration. Mais on sait qu'en mettant en réseau tout ce monde-là, on a pas mal plus de chances d'avancer. Merci. Excellent. Est-ce qu'on avait une dernière question? Oui. Bonsoir, merci tout le monde. J'aime beaucoup, je m'identifie beaucoup au fait qu'on a le pouvoir d'agir et tout ça. Mais bon, dans la dernière semaine, j'ai entendu quelques fois que le consommateur n'a pas nécessairement le pouvoir parce que la production présentement a le pouvoir. Même si le consommateur réduit sa consommation, les grands producteurs vont continuer de produire et tout ça. Là, je suis en train d'essayer de changer mon idée par rapport à ça un peu pour voir, finalement, si le pouvoir est au consommateur, comment est-ce qu'on fait pour agir, Puis dans ce sens-là, je me questionne à savoir si vous avez des pistes ou des idées, à savoir où est-ce qu'on peut, pas frapper, là, mais c'est le mot que j'ai en tête, là, où est-ce qu'on peut agir, revendiquer, questionner pour demander des emplois qui sont moins toxiques, moins dangereux, plus équitables, plus... il y en a plein d'exemples. Moi, je pense que la semaine, j'ai passé au défi écologiste de Michel Jourdan. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent, mais il y a un chapitre complet sur comment rendre l'emploi plus agréable pour tous, partager la tâche et tout ça. Et je me demande comment est-ce qu'on fait pour demander ça, en tant que travailleur, travailleuse, faisant partie de ce grand système-là, parce que oui, on peut faire tous ces coop-là, mais après ça, c'est encore des grands qui emploient, puis des gens qui sont dans des positions délicates, puis qui ont les mêmes liens, puis qui ne peuvent pas faire autre chose. Fait que, à un moment, il faut que ça vienne aussi, d'ailleurs, qu'il y a des travailleurs qui sont pognés, qui sont d'où ça bouge. Fait que je sais pas si ça a des pistes par rapport à, y a-t-il d'un moment stratégique des gens, stratégique à qui on peut demander par rapport à l'emploi? Bien, il y a plus... Dans le sens que c'est une grande question, puis je suis certainement pas la personne qui va pouvoir bien y répondre, mais ma réponse, c'est... déjà, je me disais, moi, j'ai fait des cours à l'université sur le leadership de changement. Je pense qu'en ce moment, c'est que le leadership est entre les mains de gens qui ne représentent pas nos valeurs. Puis ces gens-là ont eu beaucoup d'ambition, donc ils sont devenus très grands, mais si, le côté sombre du pouvoir versus le côté, on pourrait avoir des aussi grandes structures très lumineuses. Fait que, depuis tantôt, je me dis, c'est vrai que c'est fatigant de se faire dire, be the change you want to see in the world, là. C'est comme, OK, c'est bon, là, j'ai fait mon bout. Mais, fait que, puis en même temps, moi, je le dis parce que moi, j'ai besoin de sentir que je suis en contrôle, dans le sens de me sentir utile, là, mais j'avoue que c'est fatigant. Fait que, moi, c'est ça, je me dis, faut que les leaders alternatifs aient de l'ambition aussi, puis prennent de la place, puis proposent d'autres choses. En tout cas, il y a comme... je pense qu'avec ce qui s'en vient, ça va prendre... c'est ça, des gens, je pense, dans des postures de pouvoir qui ont des valeurs qui vont dans le sens de tout ce dont on parle. Là. Fait que c'est très insatisfaisant, mais c'est ça qui me vient... On a besoin de se mobiliser, puis on a besoin de prendre le pouvoir. C'est ça. On n'a pas à avoir peur du pouvoir. Il faut le prendre. Il faut s'assurer que quand on l'a... domination. Souvent, les gens qui veulent éliminer le pouvoir, mais on veut le pouvoir. On veut éliminer les systèmes de domination. Exact. Puis en tout cas, fait que ça aussi, c'est intéressant de faire la nuance parce qu'il y a beaucoup de gens allergiques au pouvoir, mais en réalité, non. Ça va nous prendre du pouvoir pour changer tout ça. Oui, très juste. Puis, je pense qu'il faut se mobiliser autant au niveau politique qu'au niveau
syndicale ou au niveau du travail, parce que l'ennemi est double. Il est autant du côté des entreprises puis des producteurs que du côté des politiciens qui les soutiennent. Puis il y a une citation de Roosevelt au moment du New Deal. Je pense que c'est une rumeur. Je pense qu'il n'a jamais vraiment dit ça, mais toujours est-il que la rumeur veut que après avoir accouché du plan du New Deal, il soit tourné vers les leaders syndicaux de l'époque et il leur a dit « OK, maintenant, forcez-moi à le faire. On a un beau plan, mais je vais avoir besoin d'une mobilisation sociale pour réussir à le faire. Parce que sinon, il va y avoir de l'opposition partout parce qu'on propose, c'est du changement, c'est des réformes transformatrices, etc. » Fait qu'on a besoin de porter au pouvoir des politiciens qui sont prêts à faire les changements dont on a besoin. Ça, c'est une chose et on n'y échappera pas. Mais on a besoin aussi de mobilisation sociale d'envergure, d'importance. Et des mobilisations sociales, je pense qu'on arrive à un moment de maturité du mouvement écologiste où on commence à arrêter de se dire on va arrêter de sortir dans la rue pour demander à Monsieur le Président de sauver la planète. On va y aller avec des demandes précises, on va y aller avec des demandes gagnables, et la question du transport collectif, par exemple, c'en est une, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Il y a plein de transformations radicales. La question de la démocratie économique, c'en est une. Ça, c'est une demande concrète. C'est une demande concrète où le jour où Justin Trudeau ou Benoît Charette va venir dans nos manifs, on va pouvoir lui demander « Oui, es-tu vraiment d'accord avec ça? » Ils sont capables de dire on est d'accord avec sauver la planète, mais là, on parle de démocratiser l'économie. Là. Ouais, c'est quoi ta tête là-dessus? J'ai peut-être de quoi ajouter. C'est une petite anecdote. En fait, avec Mambo, on s'est unis avec d'autres coopératives pour demander à toutes les entreprises d'économie sociale de faire des choix sensés, c'est-à-dire qu'on avait remarqué qu'ils choisissaient souvent des entreprises privées comme fournisseurs pour des services en design, en web, etc. Des fois, c'était comme un peu ridicule, en fait, des entreprises qui leur mission, c'est partir des coopératives ou des OBNL, qui choisissaient justement d'aller avec du privé. L'idée, c'était pas forcément, on comprend quand même que peut-être dans le brief, il n'y a pas beaucoup de coopératives en création encore, là, que peut-être on ne fitait pas, mais c'était plus une question de juste appeler-nous pour se missionner au moins. C'était un peu ça la question. Fait qu'on a justement, ça faisait comme 2 ans qu'on discutait de ça avec d'autres coops, de tout ça, parce qu'on trouvait ça un peu ridicule, surtout que dans le milieu des agences puis des studios, il y a vraiment une espèce de social washing vraiment intense, là, c'est-à-dire beaucoup d'agences qui s'affichent en étant très humaines, très ci, très ça, etc., mais concrètement, ça reste que l'argent va aux 4-5 actionnaires dans le top. Fait qu'il y avait ça aussi, que des fois, c'est comme, OK, c'est bien le fun, vous travaillez avec des OBNL, etc., mais ça reste quand même que concrètement, au quotidien, c'est beaucoup du paraître, je dirais ça comme ça. Donc, concrètement, c'est carrément même aussi oser, justement, demander à des institutions que tu penses que... Parce que des fois, ils ne savent même pas c'est quoi les options aussi, là, dans tout ça. Fait que mon point, c'était plus ça, c'est que même au sein des entreprises d'économie sociale, des coopératives, etc., faut quand même qu'on fasse attention aux choix qu'on fait aussi, parce que il y en a des très grosses qui ont beaucoup de pouvoir aussi pour choisir peut-être d'autres fournisseurs qui est le plus facile puis le plus à raver, je dirais ça comme ça. Puis j'ajouterais pour le parallèle économie sociale, pour les grandes entreprises, il y a comme la certification B Corp, qui est comme un processus, un engagement en amélioration continue dans ta gouvernance pour prendre soin des humains, pour prendre soin de l'environnement, puis tu sais, fait que c'est comme une petite... c'est ça, c'est un peu les valeurs de l'économie sociale, mais une entreprise qui s'engage dans ce mouvement-là, fait que ça peut être intéressant. Puis les multiples, en ce moment, le mouvement qui permet de réfléchir à qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau politique pour avancer. Multitude, ouais, avec la vague municipale, les élections qui s'en viennent. Voilà. Ouais. Ben, merci à vous trois. Merci beaucoup. On arrive dans le dernier droit du festival. Alors, on va tomber justement dans la période festive. À 21h, c'est le spectacle de Sandra Contour. Et demain, c'est pas ici, c'est à la Patente, dans Limoilou. Donc, beaucoup de choses demain. Ça commence à 10h jusqu'à 16h à l'atelier La Patente. Il va y avoir plein de choses. Une grande donnerie, spectacle de marionnettes, un vélo smoothie, des conférences, des ateliers sur le compostage, sur la fermentation.
réparation de vélo, etc., dîner communautaire, je ne vais pas tous les nommer, mais il y a beaucoup d'ateliers demain et de kiosques, un moment familial aussi, très convivial. On va être moins dans l'intellectuel comme on était les soirs cette semaine, on va être plus dans l'amusement et l'apprentissage. Alors, merci à vous. Donc, la soirée se poursuit, puis à 21h, spectacle de Sandra Contour. Merci.